Bonjour Clément. Bonjour Laurent. On s'est mis d'accord sur le fait d'avoir des séances de discussion qui essayent de revenir sur des principes ou des éléments conceptuels qui sont fondamentaux dans les travaux qu'on fait sur la stratégie, la comptabilité ou autre, mais qui ne sont pas forcément très apparents, qui font plutôt partie des fondations et qu'il est important de mettre en lumière parce que sans ça, on arrive à mal comprendre ou à pas intégrer les approches de strat, d'orga ou de compta telles qu'on les fait. Donc l'idée c'est de prendre un thème après l'autre et de faire sur chaque thème une discussion. Oui, c'est vrai que ça me paraît important d'expliciter les sous-jacents en fait qu'on partage, que ce soit sur les formes de positionnement que le type de recherche qu'on fait nous amène à prendre, ou que ce soit sur l'ensemble des implicites qu'on ne discute plus, parce qu'on les a intégrés et qui pourtant font la différence avec d'autres approches qui traitent de la question environnementale. Comme premier thème, ce que je propose, c'est le rôle central que joue la recherche de schèmes actionnables dans l'analyse des situations qu'on fait en analyse stratégique, mais ce sera tout aussi vrai sur des analyses comptables ou organisationnelles. Donc ce que je te propose, c'est de dire les réflexions que j'ai là-dessus, puis ensuite on discute librement. Super. Donc ce qui est frappant dans le débat actuel, c'est à quel point les gens envisagent des voies d'action directes. C'est appuyer sur le bouton sauver la planète. Le gouvernement doit faire ci et hop, ça va régler le problème. Et ces approches en fait ne passent pas parce que on est face à un problème beaucoup plus complexe que ça, ou à des problèmes beaucoup plus complexes que ça, et à des situations qui sont bloquées. C'est-à-dire que si il suffisait d'une action volontaire, simple, faisable, et qui ne bloque pas sur des obstacles, elle serait déjà faite d'une certaine manière. Donc du coup, les gens ne mesurent pas à quel point les situations dans lesquelles on est sont multidimensionnelles. Un peu au sens de Deleuze, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de plans qu'on ne peut même pas dénombrer dans chacune des situations d'action environnementale où on est pris. Et les gens qui croient qu'il y a un des plans qui est complètement décisif et qui ne voient que par lui, sur environnement et capitalisme, ou bien les attitudes psychologiques et culturelles et l'environnement, ou bien ceci ou cela, et ils n'ont juste pas pris la mesure de la profondeur de la complexité des situations. Donc en fait, aucune interprétation d'une situation d'action environnementale ou d'un problème environnemental à aborder ne peut épuiser la multiplicité des plans possibles et des pistes possibles d'action. Donc la question, c'est que, puisqu'on ne peut pas épuiser, on va construire des lectures qui sont partielles. La question clé à mes yeux, c'est comment on construit des lectures pertinentes. Donc deux questions du coup, qu'est-ce qui est pertinent et comment on choisit le plan de lecture. Alors la pertinence, il y a deux manières de... Il y en a plein de manières de l'avoir, mais il y en a deux que je trouve fondamentales. La première, c'est quelle est la force de l'explication. C'est-à-dire en choisissant tel plan de lecture, à quel point l'explication que je donne est convaincante et est-ce que ce plan de lecture rend vraiment compte de ce qui se passe. Et puis la deuxième, c'est est-ce que ça offre des prises pour l'action. Puisque certaines lectures offrent des prises pour l'action, d'autres non. Et du coup, entre ces deux aspects de la pertinence qui sont la force de l'explication et la prise pour l'action, est-ce qu'on focalise plutôt sur le premier, la force de l'explication, puis on se dit que si on a des explications très convaincantes et très fortes, alors ce sera une bonne base pour l'action? Ou bien est-ce qu'on part du deuxième, c'est-à-dire la recherche de lecture actionnable qui mettent en évidence des schèmes actionnables, et ensuite on va regarder dans quelle mesure c'est crédible du point de vue de l'explication et du compte-rendu sur le réel. Donc en fait, de mon point de vue, la force des analyses stratégiques, c'est de partir de l'actionnabilité. C'est-à-dire la question c'est
comment on peut faire des lectures actionnables pour atteindre des objectifs dans des situations qui sont ultra complexes et souvent bloquées. Alors sur l'environnement, c'est bloqué par toutes sortes de choses, des résistances anti-environnementales, le développement de ceci, etc. Mais dans la stratégie du management d'entreprise, c'est exactement la même chose. On est bloqué par les concurrents, la réglementation, le machin. Et donc chercher des plans, des schèmes actionnables dans ce cadre-là, c'est ça le défi du stratège et du dirigeant. Et donc de mon point de vue, c'est le même défi pour le chercheur en stratégie. Alors en fait, on peut avoir une objection qui est de dire oui, mais si la cause est ailleurs. Le problème, c'est que de toute façon, si on lit les causes sur des plans non actionnables uniquement, il n'y aura pas de débouché en termes d'action. Donc l'objection ne peut pas être prise telle qu'elle, puisque si on la prend telle qu'elle, on arrive à une impasse. Par exemple, si les difficultés de la conservation de la biodiversité dans les pays du Sud sont causées entièrement par l'histoire coloniale d'il y a 400 ans, 300 ans et 200 ans, de toute façon, on ne peut pas agir là-dessus. Donc, c'est une lecture qui a éventuellement son intérêt, j'y reviendrai, mais en tout cas, ce n'est pas une lecture actionnable. Donc, en fait, la question, c'est de chercher des plans de lecture et des schèmes de lecture, des constructions conceptuelles de lecture qui soient actionnables et pertinentes pour une situation donnée. Et faire ça, c'est rejeter les lectures immédiates et bloquées. Par exemple, interpréter les choses en termes de volonté politique. Comment ça se fait que nos gouvernants n'aient pas la volonté politique d'appuyer sur le bouton sauve le climat, ou bien changer le système, ou bien changer le modèle économique, toutes sortes de schèmes qui sont hyper familiers, auxquels tout le monde s'est habitué, et qui ont juste un problème, c'est qu'ils ne sont pas actionnables. Et donc, ce qui fonde, à mes yeux, une analyse stratégique utile, c'est qu'elle va décaler par rapport à la lecture des plans bloqués, la volonté politique, les machins, les trucs, etc., les intérêts égoïstes versus l'intérêt général, enfin toute la panoplie de ces trucs-là, et on va décaler par rapport à ça et enrichir en cherchant d'autres schèmes actionnables. Alors, ça pose deux questions, deux défis, une fois qu'on a choisi cette voie-là pour avancer. Le premier défi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les éléments explicatifs non actionnables? On ne peut pas les évacuer. Par exemple, le poids de l'histoire coloniale sur la conservation de la biodiversité dans les pays du Sud, il ne va pas disparaître parce que ce n'est pas actionnable. Ou bien les éléments de la dynamique commerciale sur l'huile de palme, on ne sait pas si c'est actionnable, mais de toute façon on ne va pas l'évacuer, que ça le soit ou pas. Donc le point clé là, c'est que ces éléments, on va les intégrer dans l'analyse en les gardant comme éléments de contexte, de structure, etc. Mais on ne va pas les mettre au centre, parce qu'au centre, ce qu'on cherche, c'est de l'actionnabilité. Donc on ne va pas les évacuer, mais on va se faire attention qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes bloquants en installant de la non-actionnabilité au centre de l'analyse. Le deuxième risque de la démarche, c'est le risque inverse, c'est-à-dire qu'on va projeter de l'actionnable sur une situation sans s'assurer que cet actionnable a vraiment une capacité à transformer la situation. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste une projection de l'observateur qui croit que on pourrait faire ci, on pourrait faire ça pour changer, etc. Et ça marcherait. Donc en fait, on est pris entre deux grands obstacles. Le premier, c'est l'explication massue et bloquante, environnement et capitalisme. Le deuxième, c'est j'ai des schémas actionnables, changer les représentations des gens, ou je sais pas quoi, et je ne vais pas me donner la peine de m'assurer que c'est faisable, que ça va vraiment faire changer les choses, que ça adresse les vraies causes du problème, etc. Donc on est vraiment en tension entre ce Charybde et ceci-là dans nos analyses. Donc une fois qu'on a bien pris ça en compte, avec quoi on se retrouve comme situation? On se retrouve avec l'idée qu'on est dans un aller-retour heuristique
entre je cherche des schèmes de lecture actionnables, nouveaux par rapport aux schèmes bloquants, et puis je reviens vers la structure de la situation, les interdépendances, les contraintes, en me disant ah oui, est-ce que ça pourrait marcher, cette actionnabilité, etc. Ah non, peut-être pas, je redécouvre à l'occasion d'hypothèses sur la manière de faire changer des contraintes que je n'avais pas vues, et puis une fois que j'ai fait ça, je reviens pour imaginer d'autres schèmes actionnables, etc. Donc c'est une sorte d'heuristique fondée sur des allers-retours entre la recherche et la construction de lectures actionnables et la construction de lectures réellement explicatives de la situation telle qu'elle existe. Alors dans l'analyse stratégique de la gestion environnementale, c'est respectivement la gestion effective pour ce qui est de l'explicatif et la gestion intentionnelle pour ce qui est de l'actionnable. Et le point qui est fondamental de comprendre, c'est qu'on ne peut pas diagnostiquer l'un indépendamment de l'autre. On ne peut pas dire, voilà, je vais faire le diagnostic de la gestion effective, puis une fois qu'il est fait, ben voilà, on va voir la gestion intentionnelle. Non, la gestion effective, c'est les éléments explicatifs et contraignants de la situation qui sont toujours relatifs à un univers perçu d'action possible. Et réciproquement, la gestion intentionnelle, ça n'a pas de sens de l'envisager en dehors de ça. Donc en fait, les deux se répondent et on ne peut pas choisir de prendre l'un ou l'autre. C'est un peu comme une entreprise qui dirait, voilà, j'ai une super stratégie, une mission géniale, etc. Ok, c'est bon, ben on s'arrête là. Ou l'entreprise qui se dirait, analysons le jeu de contraintes dans lequel on est pris. On s'aperçoit qu'on ne peut rien faire, que les concurrents sont à fond et tout. Le raisonnement stratégique, il consiste à aller de l'un à l'autre en cherchant à s'ouvrir des lectures nouvelles qui vont nous mettre le doigt sur des éléments actionnables et des obstacles ou des opportunités qu'on n'avait pas vues en même temps. Donc c'est pour ça que c'est une heuristique. L'actionnable nous aide à découvrir des éléments de structure et d'explication qui nous aident à comprendre pourquoi les actionnables qui ne marchent pas ne marchent pas et qui nous obligent à améliorer nos côtés actionnables. Alors du coup, ce genre d'approche, il a un côté, fragile et exploratoire, parce qu'en fait, s'il existait un plan de lecture actionnable qui soit clair, robuste et visible pour tous, et consensuel, ça se saurait. Hein, que ce soit en stratégie d'entreprise ou dans les stratégies d'environnement, ça se saurait. Donc, la construction de la lecture stratégique, elle est toujours fragile, parce qu'elle repose sur ce décalage. Donc, quelques points aussi que ça éclaire plus ou moins tangentiels, mais certains très, très importants avant qu'on discute. Le premier, c'est que la lecture stratégique, du coup, elle combine, elle se construit entre un dévoilement sur les contraintes qu'on n'avait pas vues et l'actionnabilité. Hein. Elle n'est pas pur dévoilement critique, parce que sans ça, elle conduit à aucune actionnabilité. Elle n'est pas pure actionnabilité, parce qu'en fait, quand on lit des très bons bouquins de stratégie ou de récits de stratégie d'entreprise, on voit avec quel sérieux les stratèges concernés ont pris en compte les éléments de réalité qui ne les arrangeaient pas, en fait. Le deuxième lien, c'est les ressources conceptuelles. Et, effectivement, c'est pas toujours visible dans mon travail actuel, mais je me suis toujours beaucoup intéressé à la notion de jeu. Par exemple, dans ma thèse, la notion est fondamentale, elle est partout. Et récemment, dans le bouquin collectif là, sur le colloque de Cerisy, organisé avec Nathalie, Zaka et Renner, ce qui était si bien. Pourquoi? Tout simplement parce que le jeu, par définition, c'est l'endroit où on crée, on expérimente des schèmes actionnables, hyper variés, hyper différents les uns des autres et tout. Et donc, l'univers des jeux, qui est super riche, est une bibliothèque presque infinie de schèmes actionnables et de situations complexes. En tout cas, infiniment plus riche que les quelques schèmes de lecture bloqués sur la volonté politique, l'affrontement de pouvoir et le machin qui bloquent notre réflexion. Donc à la fois d'un point de vue
de méthode pour expérimenter, mais même d'un point de vue conceptuel, ce truc-là est fondamental. Par exemple, si on compare la notion de système ou de récit, donc là, j'ai beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Ensuite, l'autre point, si on se met dans notre domaine disciplinaire de la stratégie en sciences de gestion, cette manière de prendre les choses nous met dans une approche qui est une approche de conception, d'une certaine manière. Or, cette approche, elle est démodée sur un plan académique. Et elle est contrebattue par des gens qui soient en gestion critique ou dans les approches pragmatiques, etc. Or, en fait, pour moi, cette approche-là est quand même celle qui est la légitimité fondamentale de la stratégie, à la fois comme activité et comme discipline. C'est découvrir de l'actionnabilité pour que les organisations atteignent leurs objectifs. Donc, on ne peut pas se laisser intimider par les gens qui disent oui, la conception, c'est naze, c'est simplement la projection de schémas simplistes sur des situations complexes, etc. Non, justement, l'honneur des démarches de conception, c'est de gérer la tension entre les contraintes réelles et la quête d'actionnabilité a priori, c'est-à-dire avant l'action. Donc, la SGE, c'est presque une conséquence de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est chercher quels sont les guidelines qui peuvent nous aider à trouver des éléments d'actionnabilité et de lecture robuste dans les situations environnementales. Tout ce dont j'ai parlé est en amont de ça. Pour finir, on peut situer ça quand même aussi par rapport aux approches des autres académiques qui nous entourent dans les domaines. Par exemple, les sociologues qui font de la ground-based theory, là, les Strauss ou autres, eux ils partent du terrain et des questions que se posent des acteurs, c'est très différent comme état d'esprit en fait. Et plus proche de nous en gestion, les gens qui sont dans des approches dites pragmatiques, c'est complètement différent aussi, puisqu'ils regardent ce que les gens font. Donc la recherche a priori de qu'est-ce qui serait actionnable à l'étape suivante ne fait pas partie de leur problématique. Ou alors, elle fait simplement partie de ce qu'ils observent. Ils observent les raisonnements que les gens se font sur ça, mais ils ne prennent pas à leur charge la responsabilité de dire non, mon job, moi, en tant que chercheur en stratégie, c'est d'apporter quelque chose sur ces éléments d'actionnabilité. Quant aux approches critiques de gestion, là c'est encore autre chose. Elle repose sur l'idée que les éléments d'actionnabilité sont des éléments manipulatoires qui cachent les éléments de structure, de pouvoir, de domination, etc. Et donc que quelque part la mission du chercheur en gestion critique est de refuser le discours d'actionnabilité des managers pour montrer les niveaux de contraintes en réalité qui se cachent derrière ça et qui renvoient à des lectures de type révolutionnaire ou autre. Et donc, au total, tout ce qu'on fait, c'est construire des lectures qu'on évalue en même temps à leur valeur d'élucidation et d'actionnabilité, mais sans faire prévaloir l'élucidation sur l'actionnabilité. Et les deux se nourrissent, et c'est cet aspect-là, qu'on soit en orga, en strat, en compta, etc., qui fait que c'est toujours un construit de l'observateur. On construit une lecture comptable, on construit une lecture stratégique, et on la construit en tension entre la dimension d'élucidation de ce qui est, et des pratiques et des contraintes, et de ce qui permet de découvrir et de construire des potentiels d'actionnabilité dans des situations qui autrement sont bloquées, au lieu de s'énerver pour appuyer sur le bouton en disant mais c'est qu'une question de volonté politique. Alors, merci. Moi, du coup, il y a quatre questions d'approfondissement à t'adresser qui peuvent
qui peuvent, qui reviennent sur différents points qui pourraient permettre aussi de poursuivre l'explicitation des sous-jacents, des fondements en fait, conceptuels de l'analyse stratégique de la gestion environnementale. La première question, je l'ai fait dans le désordre, c'est effectivement les autres, que ce soit des pragmatiques ou des critiques, ils sont dans une logique de dévoilement et dans une logique de description, mais quand même avec cet espoir que les choses changent. Et donc, est-ce que quelque part pour eux, le dévoilement et la description n'est pas déjà une forme de passage à l'action? C'est un peu ce que défendent ceux qui défendent la description fine, des controverses, etc., avant de passer à l'action, etc. Et donc, c'est aussi ce que défendent les bourdeusiens, par exemple. Voilà. Alors, donc ça, c'est une première question. Ma deuxième question, c'est, tu parles beaucoup d'actionnabilité et du fait que, essentiellement, quand on est dans une position de chercheur, la question, c'est bien cette dialectique heuristique entre des logiques de dévoilement, de description, d'explicitation des mécanismes qui font qu'on va pouvoir identifier des leviers d'action, et de l'autre côté, la réflexion sur l'actionnabilité propre. Mais du coup, quid de l'action? Est-ce que la dialectique est entre le dévoilement et l'actionnabilité, ou est-ce qu'elle est entre le dévoilement, pour le dire vite, et l'action? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut commencer à bouger les choses pour que cette réflexion sur l'actionnabilité puisse avoir lieu ou pas? Et ça revient à la phrase galvaudée de Kurt Lewin, pour comprendre un système, essayer de le changer. Et donc voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut être dans cette logique que quand on essaye, que quand on est en recherche-action, en fait, c'est ça la question derrière. Ensuite, la troisième question, je te les pose toutes ou... Vas-y, oui, c'est la bonne manière de faire. Donc ça amène à deux autres questions, en fait, qui est celle que tu as évoquée et qui est centrale, qui est celle du positionnement, de conception, et de ce que tu appelles comment tu dis, le pragmatisme réflexif, non, le fait d'être juste un pas en avant des acteurs. Et donc, et donc cette question du positionnement, elle amène aussi à la quatrième question, qui est celle de l'intention. Et pour penser l'action et les objectifs, il faut et ça on s'est déjà posé la question tout au début, je me souviens du séminaire qu'il y avait avec le CERCES, c'est où se situe cette intention et qu'est-ce qui fait que on peut déployer cette lecture gestionnaire à partir de son intention, et en quoi est-ce qu'elle est légitime, et du coup, en quoi est-ce que c'est légitime de porter cette intention, enfin pas légitime, mais s'arroger le droit de porter cette intention et de la fixer sur un objectif de performance spécifiquement environnementale, par exemple, c'est soit passer sous silence des questions tout aussi importantes, morales, etc., ce qui n'est pas le cas dans tes travaux, soit avoir une confiance très forte dans le fait que les autres et la rencontre avec les autres qui vont porter d'autres préoccupations va faire émerger ces questions qui vont devoir être traitées dans le processus. Ce qui revient à la question du centrage sur l'action, du fait d'être dans l'action pour que ça puisse avoir lieu. Et c'est une question qui revient souvent chez les étudiants, je trouve. Cette idée que, oui, ok, on regarde l'environnement, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des questions morales, qu'est-ce qu'on fait des... Et c'est une question tout à fait légitime. Et effectivement, dans nos travaux, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, et donc voilà, cette question du positionnement, de l'intentionnalité, et puis Bon, voilà. Ça fait déjà pas mal de choses. Ça en fait déjà pas mal. Alors, sur la première question, c'est-à-dire les démarches qui disent que la description, et en particulier la description critique du dévoilement, permet par le dévoilement d'alimenter le changement. En fait, elle repose sur une hypothèse implicite qui est toujours que en fait, le chercheur sait déjà quelles sont les voies de changement qu'il souhaite voir se réaliser et le type d'organisation d'action dans lesquelles ils envisagent ce changement. Par exemple, ça va aller de pair avec un engagement politique pour promouvoir le socialisme, pour diminuer, pour sortir de certains aspects du libéralisme, ou carrément pour sortir du capitalisme. Donc, en fait, leur idée, c'est de dire que on sait, il y a déjà
des réseaux organisés pour faire changer, des réseaux politiques et militants et intellectuels, et que, en fait, le job du sociologue, c'est d'alimenter ces réseaux avec des éléments de preuve et d'argumentation qui renforcent leur plaidoyer. Donc, pour moi, ça fait partie de ce que je considère comme les éléments bloquants. Si au bout de 30 ans, de dire la cause des problèmes environnementaux, c'est le capitalisme, est-ce qu'on a avancé d'un seul pas à partir de ça? Est-ce que quelqu'un a proposé un plan d'action pour sortir du capitalisme, etc. Bon, ça ne me gêne pas qu'il y ait des gens qui pensent que c'est imminent, ou que oui, il y a des gens qui ont des modèles théoriques et même concrets, je sais pas, pourquoi pas, mais moi je suis pas convaincu. Si un truc n'a pas marché pendant 30 ans, c'est qu'il y a un problème à la fois du côté explicatif et du côté de l'actionnabilité. Et par ailleurs, pour moi la question de la stratégie, c'est de trouver de nouvelles actionnabilités. Et je serais gêné si j'étais par exemple dans un comité stratégique d'une entreprise, si quelqu'un disait ça fait 15 ans qu'on sait exactement ce qu'il faut changer dans l'entreprise, et je vais vous présenter dans la situation actuelle les éléments qui disent que c'est enfin maintenant qu'il faut faire ce qu'on dit qu'il faut faire depuis 15 ans. On voit bien qu'il y a un problème au niveau de la réactivité stratégique, de la connexion au présent et au réel. Sur la deuxième question, c'est est-ce que c'est l'actionnabilité potentielle ou l'action elle-même qui sont capables d'enclencher la dialectique heuristique entre élucidation et actionnabilité. Alors c'est vrai que là, ma position, alors bien sûr, tout ce qui est recherche-action, etc., est très intéressant parce que ça s'inscrit dans cette dynamique. Si je me lance dans l'action, je vais devoir réfléchir à des thèmes actionnables. Donc, loin de moi l'idée de ne pas apprécier ou de ne pas pratiquer la recherche-action. En revanche, dans la majorité des cas, c'est pas ce que je fais et c'est pas ce qu'on fait, je trouve. Et donc, on est plutôt dans une approche qui est de dire on va faire des expériences de pensée. Si on essayait d'agir comme ça, comment il faudrait s'organiser pour que l'action puisse se mettre en place, qui résisterait à cette action, etc. etc. Et donc l'idée, c'est que on est dans une action envisagée comme expérience de pensée, qui va à la fois nous permettre de réfléchir à l'actionnabilité et au caractère robuste ou pas de l'élucidation des contraintes, des conditions structurelles, etc. Dans lesquelles on est. Hein, donc pour moi, l'action, c'est pas forcément l'action concrète, j'agis, mais c'est aussi j'envisage le plus concrètement possible des actions possibles, je les construis concrètement et conceptuellement, et je fais une expérience de pensée qui va enrichir ceci, cela, et qui va apporter énormément d'éléments pour l'action. Et cette approche-là, elle a aussi pour intérêt d'abord, que c'est souvent la seule possible, hein, parce qu'on n'a pas toujours des situations de recherche-action praticables, surtout dans le champ de l'environnement. Et puis, parce que c'est celle qui donne où le chercheur peut jouer son rôle à plein, sans confusion avec l'acteur, puisque lui, il est là pour faire des expériences de pensée, l'acteur, il est là pour agir, et donc dans le dialogue, c'est beaucoup plus riche, et je trouve que ce que tu me racontais tout à l'heure, à une autre occasion, sur ton travail avec le WWF en Indonésie, eux, ils agissent, ils ont des cadres d'action, etc. Et toi, tu apportes une réflexion sur d'autres manières de faire, qu'est-ce qui est vu là-dedans, qu'est-ce qui n'est pas vu, est-ce qu'il y a des éléments de contrainte qui ne sont pas perçus, est-ce qu'il y a des chaînes d'actionnabilité qui ne sont pas perçues, etc. Donc cet aspect, s'autoriser à l'action comme expérience de pensée, est tout à fait essentiel. Et d'ailleurs, on pourrait proposer ça comme remède aux gens qui s'enferment dans les trucs bloqués du genre la volonté politique,
qu'est-ce que vous attendez pour sauver la planète, etc. C'est qu'à aucun moment on leur demande, ok, développez-nous vraiment comment va se dérouler votre action, quelles vont être ses conséquences, qui va s'y opposer, quel va être l'outcome, etc. Ils ne le font pas. Ils sont dans une sorte de croyance magique qu'on va pousser fort jusqu'au moment où la porte va céder, quoi. Sauf que si la porte est un mur, il y a un moment où ça ne va pas fonctionner. Donc ma réponse, c'est l'action comme expérience de pensée. Mais sans renier l'intérêt de la recherche-action, qui est pour moi essentiel. Tu voulais réagir là? J'ai 2 réactions, dont une qui renvoie un peu à l'autre ensemble de questions vas-y. sur le positionnement. La première, c'est dans ce que tu décris, c'est vrai qu'il y a un côté moins spectaculaire des types de recherches qu'on peut produire que des recherches qui vont dévoiler, décrire, expliquer, voilà. Et donc voilà, mais ma question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce caractère non spectaculaire, moins visible. Et donc on est aussi au-delà du contenu et voilà. Et puis par ailleurs, les types de recherche-action sont aussi des types de recherche qui sont très engageantes en termes de temps, d'énergie dépensée, de construction, de ce qui va permettre de mettre en œuvre cette recherche. Et donc pareil, voilà, il y a une difficulté supplémentaire à exister dans le monde académique et à faire comprendre la spécificité et l'intérêt des choses qu'on fait par rapport peut-être à d'autres recherches sur l'environnement, même sur l'effondrement, où il y a quelque chose tout un coup de spectaculaire. Alors c'est des analyses très intéressantes, mais voilà, il y a en plus ce côté spectaculaire que tout le monde va lire, etc. Comment du coup est-ce qu'on crée des formes de partage qui puissent intéresser les gens, et puis est-ce qu'il faut les chercher ces formats ou pas? Et puis il y a une deuxième question qui est tu parles souvent de pluralisme des préoccupations, mais il y a aussi, et de plus en plus, et c'est ce que tu disais au tout début, sur le fait qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, etc., mais il y a aussi un pluralisme des préoccupations environnementales, qui sont parfois antagonistes les unes avec les autres. De ce point de vue-là, quel est le boulot en fait qu'on doit faire? Est-ce que c'est chacun selon ses désirs va selon ses croyances, ça revient à la question de l'intentionnalité, et du pourquoi et du fondement de ce qui fait qu'on fait ce type de recherche. Donc cette question-là, je vais répondre en même temps que la quatrième que tu avais posée au départ. En revanche, effectivement, sur le côté non spectaculaire, peu visible, etc., et le côté engageant de la recherche-action, qui dans les deux cas pose un handicap, ça c'est indéniable. Ça explique pourquoi c'est 1000 fois plus facile de faire plein de publis pour constater comment telle équipe de direction a géré telle stratégie d'entreprise, que des publications sur comment on pourrait, dans telle situation, gérer les choses. C'est ce que je voulais dire en parlant d'une certaine fragilité. Et donc celle-là, elle est indéniable. Mais les éléments clés pour moi qui font que je m'accroche à ça et que je considère que c'est pourtant hautement légitime, c'est que, je ne vois pas en quoi la discipline stratégie a une légitimité quelconque si elle affirme dès le départ qu'elle est hors d'état de proposer des hypothèses d'actionnabilité nouvelles dans des situations nouvelles. Pour moi, il y a un problème de légitimité fondamentale de la discipline, que ce soit nourri de manière secondaire par des réflexions d'histoire d'entreprise, de critique de gestion ou d'études fines pragmatiques, oui, mais aucune ne répond aux défis clés de la discipline. C'est sommes-nous en mesure de proposer des choses qui enrichissent la réflexion des opérateurs sur l'actionnabilité potentielle dans des situations actuelles et nouvelles. Et c'est ce qui fait... donc... Oui, j'allais dire, ça rejoint complètement ce que disait Paolo Quattrone sur la comptabilité, dont la valeur ne peut être mesurée qu'à l'aune de sa capacité à opérationnaliser l'action ou non. C'est ça. Mais des comptables qui diraient la discipline comptable, elle consiste uniquement à décrire comment les gens jusqu'ici ont construit leur comptabilité, n'auraient pas... Donc en fait, c'est fragile, mais c'est le cœur de la légitimité. Et par ailleurs, quand je regarde
les écrits importants en stratégie, qui restent et que les gens utilisent, souvent c'est des écrits de conception. Et ils paraissent simplistes parce qu'ils proposent des schèmes actionnables, mais c'est un faux simplisme, c'est ce que tu disais dans un autre cadre tout à l'heure, c'est que, en fait, c'est un simplisme qui a des fondations très profondes dans la prise sur le réel et dans une extrême synthèse déjà des contraintes les plus structurantes. Donc, pour moi, à la fois, c'est le cœur de légitimité de la discipline, et puis les approches de conception ont une vraie valeur. Alors en environnement, c'est encore plus flagrant. Si quelqu'un vient m'expliquer qu'on ne manque pas de conception intéressante, légitime et efficace sur la manière d'agir pour protéger la planète, de mon point de vue, il se moque de nous. Il se moque de nous. Le répertoire des hypothèses d'action et autres est complètement simplifié, stéréotypé, bouffé par des explications bloquantes diverses. Donc la légitimité de construire de la conception stratégique et des lectures de conception, pour moi, elle est absolument totale. Donc c'est pas parce que les critères administratifs du monde académique sur le nombre des publis, sur l'objectivation des choses, sur la facilité de partager les contenus, parce que les contenus stratégiques ils sont souvent confidentiels, donc c'est encore une fragilité, mais tous ces obstacles-là ne doivent pas nous faire oublier que, on est au cœur de ce qui est l'essence même et la raison d'être de la discipline, et que deux, les choses qui impactent dans cette discipline, elles viennent de là. Sur la recherche-action, effectivement, une des raisons de ne pas rester sur la recherche-action, c'est que c'est tellement contraint et tellement lourd comme cadre en général, qu'il faut se donner des marges. Parce que si on se restreint uniquement à faire de la recherche-action, déjà ça va être super lourd, et en plus ça va nous contraindre à une toute petite partie des situations qui ont besoin de la réflexion sur la actionnabilité, c'est-à-dire celles dans lesquelles il y a déjà un acteur en état de contracter, dans une situation où il n'y a pas d'autre acteur qui soit capable de torpiller l'opération de recherche-action, etc., etc. Et donc il y a plein de situations où c'est pas faisable en fait. Et sur l'intentionnalité? Mais, ça j'y viendrai après, parce que c'est lié à la question de l'intention que tu avais posée tout à l'heure. Bon, moi là j'ai pas d'autres... Donc on va peut-être... je vais juste passer rapidement sur ta troisième question initiale, c'était un pas en avant, un pas en arrière des acteurs. Donc ça effectivement c'était la fin de la publication que j'ai faite là sur les ONG et la stratégie, dont le titre était Stratégie à la recherche d'un opérateur. C'est que les gens ont du mal à voir que la finesse de description que permet le fait de suivre les acteurs à la trace, elle oblige à marcher un pas derrière les acteurs. Et que c'est pas du tout la même chose de marcher un pas derrière les acteurs ou un pas en avant. L'écart paraît absolument minime, mais il est considérable, parce que quand on marche un pas en avant des acteurs en les accompagnant, on se pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Qu'est-ce que l'acteur peut faire maintenant? Quels sont les possibles qui s'ouvrent à lui? Avec quelles conséquences, etc. Et donc c'est un univers conceptuel complètement différent. Et dans le langage courant, il y a une expression qui traduit ça de manière absolument flagrante, c'est « nous sommes à la croisée des chemins ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on réfléchit à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on est capable de le décrire parfaitement. Si on se met à réfléchir à ce qu'on va faire maintenant, c'est immédiatement le flou et il va falloir construire des possibilités. Donc cette idée que chaque fois qu'on se met à réfléchir, quel chemin j'ai fait, qu'est-ce que je fais maintenant, on arrive toujours à dire je suis à la croisée des chemins, c'est simplement le constat de la différence conceptuelle totale entre marcher un pas derrière les acteurs pour rendre compte de ce qu'ils ont fait et marcher un pas devant les acteurs pour les aider à envisager ce qui est possible d'être fait. Et c'est ce qui fait le lien aussi dans tes travaux entre la stratégie, encore une fois, la négociation, qui consiste... On peut avoir des approches en négociation qui consistent à analyser des négociations passées, mais même ça, c'est pour les mettre au service des négociations à venir.
la prospective et la comptabilité, qui a un Oui. enjeu de conception aussi et d'aide à la décision, d'aide à l'action. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que ce positionnement-là, il est au cœur peut-être même d'une grande partie des sciences de gestion, en fait. Hein. C'est ce qui fait que tout Pour ça moi, oui. s'inscrit en sciences de Et gestion. donc, mais effectivement, en revanche, on ne peut pas envisager que les sciences de gestion soient entièrement occupées par des approches pragmatiques ou critiques, parce que sans ça, elles perdent ce qui est le cœur de leur mission, qui est d'aider à concevoir des nouveaux approches organisationnelles, de nouvelles constructions comptables, de nouvelles lectures stratégiques. Donc je pense que du point de vue du positionnement par rapport à ces approches-là, on peut leur reconnaître qu'elles apportent une lecture complémentaire à ce qui est l'essentiel de la discipline. Mais en revanche, si elles phagocytent ce qui est le cœur de la discipline, c'est-à-dire contribuer à l'effort collectif pour concevoir de nouvelles gestions, là, ça ne peut pas coller. Et ça renvoie à une question qui est à mettre dans le paquet de la question initiale numéro 4, qui est celle de la performance. Comment on définit ces performances et je dis ça parce que les sciences de gestion posent et assument cette question de la performance beaucoup plus fortement que d'autres disciplines, et c'est ce qui les distingue aussi. Mais du coup, cette question de la performance et de la définition de la performance oblige à se positionner. Oui, alors donc ça c'est la dernière question, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'effectivement la recherche d'actionnabilité elle n'a de sens que si on sait ce qu'on veut atteindre comme résultat. Alors de manière un peu caricaturale, voilà, si on veut empêcher la planète de se réchauffer de plus d'1,5 degré, voilà un exemple d'intention. Mais le danger en fait, donc le problème c'est que dans les approches bloquantes et habituelles de l'environnement, on part de l'idée que soit une intention est partagée par tous, sauf les idiots et les salauds, hein, par exemple rester sous 1,5 degré, et que donc elle est légitime en elle-même, et qu'on va pouvoir construire tout un édifice là-dessus, soit l'intention elle reflète juste la subjectivité de un tel ou un tel. Donc moi ma position là-dessus, elle a toujours été de dire, même si une seule personne se préoccupe d'un problème, elle est fondée, dans une démocratie en tout cas, et même autrement à titre humain, elle est fondée à se demander qu'est-ce qui fait qu'on n'essaie pas de résoudre ce problème, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à résoudre ce problème, est-ce que d'autres gens pourraient s'intéresser à ce problème avec elle, etc. Donc il n'y a pas de seuil passe-bas en dessous duquel une préoccupation ne serait pas légitime. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde des grandes causes environnementales, au départ, elles ont été défendues par des gens qui étaient tout seuls à les défendre, parce que, à leurs yeux, c'était légitime. Et ils se sont aperçus qu'il y a d'autres gens qui pouvaient partager cette préoccupation, etc. Donc cette idée de dire qu'il faut d'abord que les gens soient d'accord sur la préoccupation, après on fera de la stratégie, elle ne vaut pas un clou. De la même manière que dans la stratégie d'entreprise, on ne va pas attendre que tout le monde soit d'accord pour que tu l'emportes sur tes concurrents, y compris les concurrents, et là on va se mettre à faire de la stratégie. Le type tout seul dans son coin qui crée une start-up, avec tout seul ou avec ses 2-3 copains, ils ont une intention qui n'est partagée par personne, et qui n'en est pas moins extrêmement légitime. Donc cette question de l'intention, elle doit être basée sur des objectifs clairs, simple, pas un panel de 50 objectifs, mais 1 ou 2 objectifs. Et à partir du moment où il y a quelqu'un pour qui cet objectif-là est essentiel, il a le droit de réfléchir, à la fois en élucidant et en cherchant de l'actionnabilité, sur comment on atteint cet objectif. Il n'y a pas de condition que le Parlement ait voté, que ceci, cela. Alors, bien sûr, d'un point de vue tactique, c'est plus facile si on peut s'appuyer sur des textes qui disent oui, c'est une intention importante et tout. Mais croire que c'est ça la base, c'est complètement illusoire en réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, à la COP 21, les gens ont dit oui, on va essayer de rester sous les 1,5 degré, que c'est un objectif légitime. Ça veut simplement dire que c'est un objectif enregistré institutionnellement dans tel cadre. Si cet objectif doit se réaliser, ce sera parce que des gens continuent à le porter comme objectif légitime, vivant à leurs yeux. C'est pas parce que
une administration internationale aura décidé 10 ans avant que c'était un objectif légitime. Il ne faut pas inverser les choses. L'inscription institutionnelle, elle est un appui à une intention. Mais c'est pas l'inverse. Ce qui pose une autre question difficile dans l'enchevêtrement dans lequel on est aujourd'hui, qui est que pour atteindre même un même objectif environnemental, tout le monde n'est pas d'accord sur les voies d'action, parce qu'elles ne vont pas avoir les mêmes conséquences sur les uns et sur les autres. Pareil, quelle est la position du chercheur en stratégie environnementale sur cette question-là? Ce problème, il est d'ordre organisationnel. C'est-à-dire que si une partie des gens sont d'accord sur l'objectif, mais pas d'accord sur les moyens, le problème est organisationnel. Ou politique, ou stratégique, mais ça fait partie intégrante du problème. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est un point important pour l'intentionnalité, que pour l'immense majorité des gens qui clament haut et fort leurs intentions environnementales, elles ne sont pas prioritaires. C'est-à-dire que dans les gens qui nous disent aujourd'hui que le changement climatique est la préoccupation prioritaire, il suffit d'écouter leur discours pour s'apercevoir qu'elle n'est pas prioritaire. Par exemple, c'est des gens qui disent, de toute façon, la lutte contre le changement climatique n'est concevable qu'en diminuant les inégalités. Si on met une condition a priori, sans nous expliquer le lien opérationnel entre les deux, autre que personne n'a envie d'accepter de lutter contre le changement climatique si on ne diminue pas les inégalités, ça veut dire une chose, c'est que dans l'esprit de ces gens-là, réduire les inégalités par plus de redistribution, c'est ça la priorité, et que le changement climatique est secondaire, même si ils l'affichent à fond. De la même manière, les écolos, et là je vais vers les autres aspects de cette question que tu avais posée, des gens qui disent ce qu'il faut c'est lutter contre le changement climatique en France et sortir du nucléaire. Le changement climatique est prioritaire. Non. Si on détourne toute une partie des efforts financiers, organisationnels, etc., pour sortir du nucléaire, ce qui n'apporte rien du point de vue climatique, c'est que le climat n'est pas la priorité. C'est qu'on met les problèmes spécifiques du nucléaire, les déchets, le risque, etc., en priorité. Or, ces gens, ils sont quand même très mal fondés, puisqu'ils n'arrêtent pas de nous dire les autres ne devraient pas prendre en compte leurs autres priorités, parce que le climatique, c'est plus important. Mais eux-mêmes n'arrivent pas à renoncer à leurs autres priorités. Donc si pour agir sur le changement climatique, il faut obligatoirement plus de redistribution, obligatoirement sortir du nucléaire, etc., c'est que ce n'est pas une priorité. Et on ne peut pas dire, moi je suis incapable de choisir entre mes priorités, mais les autres, là, eux, ils devraient choisir. Sans ça, c'est des idiots ou des salauds. Si je me fais l'avocat du diable, en fait, la question qui vient... et la manière dont aussi est traitée cette question dans une grande partie de la littérature, c'est de renvoyer à la notion de complexité et de wicked problem, etc. Mais qui est une énorme connerie. Alors là, j'ai un talk tout prêt sur les wicked problems. tu m'ôtes les mots de la bouche. Là. Mais donc du coup, c'est-à-dire dans ces situations de complexité, c'est vrai que ce que les gens vont chercher, ou ce qu'on entend dans l'espace public, et à juste titre, c'est aussi de se demander comment est-ce que... C'est-à-dire, les gens entendent bien que par exemple les éoliennes créent des problèmes sur les chauves-souris, et que du coup c'est pas une solution parfaite. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait cette construction qui intègre l'ensemble de ces problématiques environnementales. Joker, parce que là on ouvre un autre dossier complètement. Il faudra faire un truc uniquement là-dessus. Donc je voudrais juste recentrer sur les deux questions clés. C'est à partir du moment où on choisit une performance environnementale comme étant le guide et la priorité de l'analyse. Ça veut dire qu'on renonce à faire soi-même des autres considérations ou préoccupations, des éléments à parité dans sa propre analyse. Des éléments éthiques, sociaux, économiques, géopolitiques ou autres. En fait, la raison moi j'ai un positionnement vraiment très radical là-dessus, qui est de dire chacun son job et les vaches seront bien gardées. De deux choses l'une, ou bien ces autres causes ne sont portées par personne. Auquel cas, il y aura un vrai problème. Mais est-ce que c'est vrai que ces causes ne sont portées par personne ?
C'est complètement faux. Dans les situations environnementales que je connais, je n'ai jamais rencontré de situation où la préoccupation économique n'était portée par personne, où la défense des intérêts redistributifs des uns et des autres était portée par personne, où les aspects géopolitiques n'étaient portés par personne. Donc, en réalité, dans l'analyse de ces situations, les autres aspects sont super portés, et l'aspect environnemental, lui, est toujours mis au second plan. Donc, c'est pour ça que depuis le départ, je dis non. Maintenant, il faut une analyse centrée entièrement sur l'aspect environnemental. Et comme les autres approches sont déjà superportées, et bien ensuite il y aura lutte, négociation, conflit. C'est ça le côté compositionniste en fait de cette approche stratégique. C'est que le pluralisme, c'est pas d'envisager soi-même tous les aspects du problème, ça s'appelle le macronisme, mais le pluralisme, c'est de dire moi j'ai tel aspect que je considère fondamental, j'amène ça dans le débat social, je mets mon poids là-dedans, je m'engage, et d'autres gens vont porter d'autres choses, et on va faire société et faire politique là-dessus. Et le drame, c'est que les autres préoccupations sont tellement surportées qu'elles arrivent à coloniser la préoccupation environnementale au point que les gens qui font de l'écologie politique ou les environnementalistes eux-mêmes portent ces préoccupations autres avant la préoccupation environnementale elle-même. Donc pour moi, là, le tableau est clair, il y a un déséquilibre dans le portage pratique et dans le portage académique qui ne peut être résolu qu'en disant ok, les questions sociales et redistributives, les questions de performance économique, etc. sont déjà portées. Donc le jour où la question environnementale sera surportée d'un point de vue actif et d'un point de vue académique, on en rediscutera, mais pour l'instant on est quand même très loin du compte dans les situations que je connais. Ça m'amène à 2 dernières questions. Et alors, l'autre truc, c'est effectivement les préoccupations environnementales quand elles sont antagonistes. La réponse simple est de dire, ok, chaque analyse est centrée sur une préoccupation environnementale. En revanche, le point clé, c'est que chaque fois que quelqu'un oppose une préoccupation environnementale à une autre, c'est que son objectif n'est pas environnemental. Et donc, par exemple, quand les opérateurs hydroélectriques disent l'hydroélectricité c'est très bon pour le climat, donc c'est pas grave si ça détruit les écosystèmes aquatiques, en fait c'est juste qu'ils veulent produire de l'hydroélectricité. C'est que pour eux le climat est un argument d'opportunité. De la même manière, les gens qui disent l'important c'est d'atteindre notre quota d'éoliennes, donc les chauves-souris, le bien-être des habitants, l'impact sur la santé des infrasons, la destruction des paysages, ça n'a aucune importance. C'est que leur objectif, c'est de gagner de l'argent avec les éoliennes. Donc, ou de remplir un quota administratif sur les éoliennes. Et donc, pour moi, il y a un aspect, d'éthique du secteur environnemental, qui est de dire, en fait, oui, on centre sur un objectif environnemental, mais on a un devoir de vérifier comment ça se compose avec les autres. Dans certains cas, il y a des arbitrages à faire, mais aujourd'hui, on est en présence d'un nombre incroyable de cas absolument caricaturaux, dans lesquels on fait de la destruction gratuite de l'environnement au nom de l'environnement. Les grosses centrales thermiques pour brûler des forêts en détruisant la biodiversité, c'est pas évident du tout que ça apporte quoi que ce soit dans la lutte au changement climatique, mais par contre ça détruit sur la biodiversité. Donc pour moi, il y a un devoir interne au champ environnemental d'être attentif à la manière dont la préoccupation qu'on porte va se composer avec les autres. La question qui me venait à l'esprit, c'est dans ce pluralisme et dans cette confiance, et en tout cas pas ce cadrage, mais cette confiance dans le pluralisme, cette envie de pluralisme, ou cette idée que de toute façon le pluralisme se jouera, quand même, est-ce que tu penses qu'un cadre politique est plus à même, qu'un cadre politique est plus adapté à des réflexions du type de celle que tu proposes dans l'analyse stratégique de la gestion environnementale ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ce pluralisme de préoccupation
ne prend sens que dans un régime démocratique, ou au contraire, est-ce qu'il est possible et jouable aussi dans d'autres types de régimes? Enfin, comment traiter cette question du cadrage général dans lequel peut se jouer cette négociation? En fait, pour moi, ce pluralisme n'est pas du tout un modèle utopique, une confiance dans la délibération, etc. Mais plutôt la dernière hypothèse que tu as évoquée, c'est-à-dire c'est l'idée que de toute façon, les gens vont composer les uns avec les autres et vont se battre pour les trucs qu'ils portent. Donc c'est un état de fait que ce que je porte va se confronter à ce que les autres portent et que ça va avoir des effets de composition. C'est pas du tout une sorte d'utopie, on devrait être comme ci, comme ça, etc. Mais du coup, en ce qui concerne l'aspect politique, ça veut dire que dans des régimes extrêmement divers, les négociations ont lieu. Hein, contrairement aux stéréotypes qu'on a, même dans des régimes extrêmement verrouillés, etc., il y a des négociations qui ont lieu et qui fonctionnent. Simplement, elles fonctionnent différemment. Et elles fonctionnent d'une manière qui n'est pas affichée comme pluraliste. Si on va en Chine, c'est pas du tout un pluralisme à l'américaine. Il n'empêche que des préoccupations peuvent être remontées, négociées sur l'environnement, etc. Donc la question est plutôt de savoir comment ça va composer, ou si on regarde par exemple au sein d'une grande entreprise, comment telle préoccupation environnementale va se confronter à telle autre chose. On n'est pas non plus dans une sorte de république, mais la négociation va avoir lieu. Alors évidemment, il y a des cas extrêmes dans lesquels plus rien ne fonctionne dans la discussion, donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui des politiques environnementales au Venezuela, mais il n'y a absolument aucune raison de s'enfermer dans l'idée on devrait organiser la société de manière pluraliste comme ci, comme ça, ou autre. Hein, la composition, elle a lieu dans des conditions qui sont plus ou moins fluides, mais qui ne sont pas toujours les mêmes. Et je pensais aussi à l'attraction un peu autoritaire de certaines personnes autour de moi qui vont dire mais on connaît les solutions pour l'environnement, maintenant il faut prendre le pouvoir et les imposer. Donc là, comment se positionner aussi par rapport à ça? C'est très simple, c'est-à-dire qu'eux, ils ont les solutions pour l'environnement, mais ils ne voient pas qu'ils n'ont pas les solutions sur les autres problèmes des gens. Donc s'ils imposent leurs solutions sur l'environnement et que les problèmes des gens ne sont pas résolus, eh ben, ils vont se retrouver confrontés à tous les gens qui vont gueuler pour qu'on résolve qui vont protester pour qu'on résolve leurs problèmes. Et donc c'est une solution complètement irréaliste. Oui, c'est complètement irréaliste. À moins de construire le rapport de force nécessaire. Pour moi, mais oui, mais le rapport de force, il ne va fonctionner de manière légitime dans le cadre de l'exercice du pouvoir que s'il montre sa capacité à résoudre les autres problèmes des gens. Pour ça, il faudra avoir compris pourquoi ça bloque, ce qui n'est pas le cas, et il faudra avoir compris que ce n'est pas les priorités des gens. Un truc qui est pour moi extraordinaire, c'est que quand on lit aujourd'hui les articles qui reflètent la perception des priorités sur les problèmes à résoudre par les Africains. Le climat, c'est rien. C'est le dernier élément de la liste, et c'est 1 ou 2% des gens qui considèrent que c'est important. Donc nous imaginez, nous, qu'on va aller expliquer à des gens qui ont envie d'eau potable, de transport, de logement, etc., que le changement climatique est leur problème prioritaire, alors qu'eux-mêmes ne considèrent pas que c'est le cas, c'est de l'arrogance. Pour moi, ça fait partie des raisonnements bloqués. Mon problème est important, les problèmes des autres sont moins importants. Enfin, mon problème, celui que moi j'investis, est important, les autres problèmes ne sont pas importants. Et donc la solution, c'est de m'imposer aux autres. Point barre. Pour moi, là, on est dans le type même de raisonnement bloquant, et c'est précisément à sortir de ce genre d'impasse que sert le fait d'avoir une vraie réflexion stratégique qui part sur les questions d'actionnabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément, échange très agréable comme d'habitude. Intéressant. Merci.